Et donc bonjour à toutes et à tous pour bienvenue dans ce nouveau mug. À l'ordre du jour aujourd'hui, une petite introduction sur le mug, qui nous sommes et à quoi sert le mug. Et puis nous aurons une présentation de use case avec des flux et des dynamic forms. Un petit point sur le SFXD, le Salesforce Exchange Discord, et puis quelques trucs et astuces. N'hésitez pas à nous faire part de vos éventuelles questions ou commentaires en utilisant la fonctionnalité de GoToWebinar pour nous faire part de vos questions. Nous allons donc faire un petit rappel. Désolé pour les fidèles du mug qui ont déjà vu ces présentations, mais pour toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, c'est important de savoir quelles sont les missions des Salesforce User Group en général et du Montpellier User Group, le MUG en particulier. L'objectif, c'est de favoriser les échanges entre les différents utilisateurs Salesforce. Ça permet de confronter les expériences, de partager des savoir-faire entre les utilisateurs, que ce soit des administrateurs système ou des utilisateurs côté métier. Recenser des idées à proposer à Salesforce au travers de la communauté et des différents canaux de communication que Salesforce nous propose pour faire remonter des besoins issus du terrain. Obtenir des informations sur Salesforce et ses évolutions futures. On sait combien l'innovation compte chez Salesforce et combien chaque nouvelle version embarque des dizaines et des dizaines de nouvelles fonctionnalités, parfois pour les utilisateurs, parfois pour les administrateurs système, mais également des évolutions au niveau de l'architecture et de certaines couches qui sont plus basses au niveau de la plateforme. Et puis, in fine, le but des user groups, c'est de mettre en réseau les utilisateurs et de faciliter les échanges. Les user groups dans le monde sont très nombreux, ils sont présents dans la plupart des pays. Bien sûr, en Amérique du Nord, ils sont très denses, avec chaque ville ou bourgade à son propre Salesforce User Group. Mais nous ne sommes pas de reste au niveau européen et notamment en France. Vous allez le voir sur la diapo suivante. En tout cas, c'est une communauté qui est très large, plusieurs millions de membres qui participent au travers de leurs échanges à faire vivre cette plateforme et cet écosystème. Au niveau de la France, il y a plusieurs user groups. Vous avez aujourd'hui rejoint le user group de Montpellier, qui est plutôt un user group généraliste, mais il existe également d'autres types de groupes plus spécialisés, tels que le France Marketing Cloud User Group, qui est basé sur Paris, mais auquel chacun d'entre vous peut participer si vous le souhaitez. Il y a des user groups tels que le France Women in Tech User Group, qui est géré depuis Lyon. Tout ceci est disponible sur la page des user groups de Salesforce, où vous pourrez peut-être déterminer qu'il n'y a pas que le user group de Montpellier qui peut vous intéresser, donc je vous invite à les rejoindre. Derrière le mug, c'est une équipe. Aujourd'hui, plusieurs personnes vont prendre la parole, mais il y a également les personnes qui assurent la coordination et l'animation de ce user group, que je voudrais toutes remercier ici. Nous avons Chloé qui, depuis le départ, anime toute la partie coordination logistique et communication. Nous avons également Simon et David qui font régulièrement des interventions sur des sujets qui les intéressent, mais qui sont également susceptibles de vous intéresser. En tout cas, ils essayent de se mettre à votre place en disant, il y a plein de choses qui sont arrivées depuis le dernier user group. Qu'est-ce qui pourrait être sympa de mettre en avant et de communiquer, de partager avec vous. Et puis, nous avons également Benjamin qui a rejoint l'équipe de Sofacto il y a quelques semaines et qui, comme d'autres membres de notre équipe, va participer à l'animation de ce user group. Je passe la parole à Simon pour la suite sur des use cases de flux et de dynamic forms. Merci Frédéric. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, enfin, je vais vous faire ma grande présentation des flux et ensuite Benjamin vous présentera les dynamic forms. Alors les flux, il faut dire au revoir à Cody, l'ours de Salesforce qu'on voit à gauche, Cody pour le code, pour les développeurs, et enfin embrasser nos softwares. Bon, la mascotte la plus moche de Salesforce, faut bien se l'avouer, mais enfin c'est un peu vrai, Salesforce qui a essayé de nous vendre à travers son marketing que c'était une plateforme où on n'avait pas besoin de développeurs. Avec les flux, ça se rapproche un peu de la réalité.
Donc, une petite présentation des flux. Le flux est le futur remplaçant complet des workflows et des processus, futur parce qu'il ne fait pas encore tout ce que savent faire les workflows et les processus. Il permet bien souvent de se passer d'un développeur et d'automatiser en cliquer-glisser, donc assez facilement. Il profite de nombreuses évolutions sur les dernières releases de Salesforce, donc si vous avez été au mug précédent, vous avez pu profiter du coup de mes nombreuses interventions à propos des flux. Et j'ai noté 3 grandes forces. La première, et on va avoir un joli exemple après, c'est de créer une interface interactive et dynamique pour l'utilisateur grâce à un flux écran. Il peut aussi se déclencher tout seul, et là, il a beaucoup de possibilités pour ceux qui font un peu de développement. Il peut être en before, en after, et à chaque fois en insert, update ou delete. Donc, il peut se déclencher un peu quand on veut, et on a beaucoup de possibilités à ce niveau-là, et de puissance et de performance. Et très pratique aussi, il est facile à tester et à déboguer. C'est vraiment beaucoup plus simple qu'avec les processus par exemple, parce qu'on va avoir une interface dédiée pour tester et déboguer. Et un petit blog pour commencer qui est pas mal du tout, Automation Champion, où il y a énormément d'exemples et c'est très détaillé, donc c'est pas mal pour commencer sur les flux. Alors les flux, il y en a de plusieurs types. Mais avant de rentrer dans les différents types, on voit qu'il y en a 5 ici. Vous notez en haut à gauche de cet écran qu'il y a des onglets. Donc là, on est dans l'onglet Core et il y a aussi tous plus modèles parce qu'on peut avoir des modèles, donc des templates de flux. Donc ça peut être pas mal si vous avez, comme nous, un éditeur de logiciels, des templates à proposer à vos clients et que vous les intégrez à votre package. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas chez Sofacto, mais c'est en projet de proposer des templates de flux que les utilisateurs, du coup nos clients, pourraient personnaliser suivant leurs besoins. Donc en haut à gauche, on a le premier type de flux, le flux qui est plutôt interactif, qui est le flux d'écran, dont on va voir un long exemple juste après. En dessous, on a le flux planifié qui permet de remplacer les apex planifiés. Du coup, le code qui tourne tout seul, là, c'est un flux qui tourne tout seul à un rythme régulier. En dessous, avec une icône de baguette magique, je trouve que ça ne lui va pas trop, c'est les flux secondaires qui sont lancés soit par un processus, donc un process builder, donc on l'appelle souvent process builder, mais c'est qu'on le génère avec le process builder, mais c'est un processus, peut appeler un flux peut appeler un autre flux, ou carrément du code peut appeler un flux, donc c'est des flux secondaires. Ensuite, en haut à droite, on a les flux déclenchés par un enregistrement qui remplacent en fait les triggers, donc les déclencheurs Apex. Là, David, l'un de nos développeurs, est très content qu'on puisse le remplacer avec ces flux-là. Et ensuite, les flux de plateforme d'événements. Alors personnellement, j'ai jamais utilisé. Je ne sais pas exactement tout ce qu'il y a à faire derrière, mais je fais déjà énormément de choses avec les flux sans avoir besoin de ces flux-là. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire avec les flux. Rentrons dans le vif du sujet. Voici la page principale d'un flux écran et on va commencer à droite avec le départ, alors peut-être 20 000 francs. Donc c'est vraiment toujours comme ça que se présente la page de création des flux. Alors ça a été mis à jour en Lightning parce qu'avant c'était moche, il faut le dire ce qui est. Et on a le point de départ. Donc toujours le point de départ avec le petit rond en dessous qui permettra du coup de lier les différents éléments en dessous qu'on retrouve à gauche. Donc on va glisser ces éléments, en cliquer glisser. On a 3 types, on va voir juste après dans la slide suivante les différents types d'éléments. On voit aussi qu'il y a un autre onglet avec éléments qui est l'onglet gestionnaire. On va retrouver toutes les variables. C'est sûr que c'est un peu plus technique les flux que notamment les workflows et les processus parce qu'on a tout ce système de variables qu'il va falloir arriver à appréhender. On a des variables qui ont des enregistrements dedans, des variables qui sont des formules, il y a des variables qui sont des listes de sélection, il y a vraiment un peu de tous les types. Mais une fois qu'on a un peu travaillé avec et qu'on a suivi des exemples, on s'en sort plutôt bien. En haut à gauche, vous retrouvez des boutons tout à fait classiques, le retour arrière, le copier-coller, mais je les mentionne parce qu'ils n'ont pas toujours été là, donc parfois c'était un peu compliqué. Tout le copier-coller, parce que des fois on a des choses qui se ressemblent un peu dans le flux, mais il faut des chemins distincts, donc un copier-coller est toujours très pratique. Une grande nouveauté qui est en haut au milieu, c'est le passage à l'auto-layout, donc la présentation automatique. Pour ceux qui, comme moi, aiment comme les choses sont bien alignées, on a ça. Et en plus, ça simplifie l'affichage parce qu'en fait, vous aurez des gros plus au milieu pour ajouter les éléments, les uns à la suite des autres, et vous n'aurez pas une colonne d'éléments à cliquer et glisser à gauche. Donc, vous aurez toutes vos variables à gauche affichées en permanence, et au milieu, vous pourrez afficher différents éléments. Et en haut à droite, toute une liste de boutons. Donc on a le fameux bouton déboguer qui affiche une page où on voit tout ce qui se passe derrière et les différentes étapes. Et maintenant on peut même, alors là c'est pas affiché, on peut déboguer directement
dans ici le canevas où on va créer le flux et on voit exactement, c'est surligné en jaune, le passage que prend le flux. Donc c'est très intéressant et après bien sûr enregistrer et enregistrer sous pour faire des copies ou modifier ou avoir différentes versions du flux, sachant qu'il y a aussi un système automatique de version, mais ça on a déjà ça avec les processus. Et bien entendu, il ne faut pas oublier de l'activer. Alors les différents types de flux, les éléments, enfin pas les différents types de flux, les différents éléments, on en a trois grandes catégories. La première, les interactions plutôt bleues, donc le fameux écran. En dessous, on a les actions qui permettent d'appeler par exemple la création d'un post chatter, l'envoi d'un email ou du code Apex. Et les flux secondaires, on en a parlé, c'est pour appeler d'autres flux. Au milieu, on a tout ce qui est logique en orange. Donc l'attribution, c'est pour donner des valeurs à des variables. On peut en donner beaucoup de valeurs d'un coup à plusieurs variables. Donc on n'a pas besoin de multiplier les attributions. La décision avec son petit panneau du coup de signalisation, ou de direction plutôt, qui permet du coup de prendre différents chemins. Dans un processus, vous avez des conditions, dans un losange qui est à gauche, et c'est vrai ou faux. Là, dans la décision, vous pourrez avoir plusieurs possibilités qui seront du coup prises en compte, et on aura peut-être 3, 4, 5, 6 chemins qui partiront de cette décision, donc beaucoup plus efficace. Et une boucle pour faire le tour, par exemple, d'un ensemble d'enregistrements. Si vous êtes en train de traiter, par exemple, 10 opportunités, vous allez peut-être pouvoir faire le tour des 10 opportunités pour faire des vérifications dessus, faire des modifications. Vous pourrez du coup boucler. Et ensuite, les données, alors je trouve personnellement qu'ils ne sont pas exactement dans le bon ordre, parce que j'ai commencé par le troisième, c'est l'obtention d'enregistrement. Donc vous allez chercher des informations dans votre base de données Salesforce. Ensuite, vous avez la création d'enregistrement, donc l'insertion d'un enregistrement dans Salesforce, la mise à jour, l'update d'un enregistrement, et pour finir, chose très spécifique au flux, la suppression d'enregistrement. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec les autres automatisations. Avec les flux, vous pouvez supprimer des enregistrements. Ici, en grande avant-première, alors je ne sais même pas si j'avais vraiment le droit de vous montrer ça, mais on a une community qui est en train de se construire de notre côté pour que nos clients nous fassent des tickets du coup pour le service après-vente avec une interface dédiée. Donc c'est ce qu'on retrouve en bas à gauche, c'est le formulaire. Et ça sera très pratique pour nos clients, mais aussi pour nous, parce que eux, ils seront guidés dans la manière de rédiger leurs demandes, mais nous, on aura des informations qui seront bien catégorisées et on aura tout un système aussi de priorité qui sera donné suivant les réponses qui sont données par le client. Et en plus, on voit en haut qu'il y aura un petit onglet Mes requêtes, donc le client pourra retrouver sa requête. Ici, on retrouve du coup à gauche le formulaire en entier et à droite le flux qui est derrière ce formulaire. Donc je vais faire un petit tour du formulaire pour vous montrer les possibilités, en tout cas quelques possibilités qu'ont les flux écrans. On voit qu'il y a des champs texte là pré-remplis avec le prénom et le nom de famille. On voit qu'il y a des champs comme l'objet de la requête où il y a une petite astérisque rouge qui dit que le champ est obligatoire, donc on peut en rendre des champs obligatoires ou non. En dessous, la facturation sur facto, on voit c'est une liste de sélection, on peut choisir différentes options. On a une case à cocher. Si on descend un peu plus loin au niveau des fonctionnalités bloquées, là on voit que c'est une liste et en fait c'est une liste à sélection multiple. On peut choisir plusieurs fonctionnalités qui sont bloquées. On n'est pas limité à une seule. En dessous, on a encore une liste de sélection. Encore en dessous, le dernier champ, description et question, c'est un champ de texte long, donc l'utilisateur peut renseigner un long texte pour décrire son problème. Et encore en dessous, très intéressant, c'est l'ajout de pièces jointes. Donc là, le client peut mettre des PDF, des captures d'écran, il peut en ajouter plusieurs. Et c'est important de retenir ça parce que le flux va traiter du coup ces fichiers. Flux qui a été réalisé par Benjamin qui vous présentera la dynamique form après et que j'ai allègrement copié et fait des captures d'écran. C'était un très bon flux et je n'ai rien eu à changer dessus. Donc, merci Benjamin pour ton flux. On va voir du coup chaque élément un à un. Alors j'ai laissé le chemin à gauche pour ne pas vous perdre. Donc le premier élément, c'est un élément rose où on récupère des informations. Là, ce qu'on fait, c'est que, alors, hop, je vais prendre le pointeur, ça sera mieux. J'espère que vous le voyez bien. L'objet utilisateur ici, donc on va récupérer des informations sur un utilisateur. Les conditions pour trouver l'utilisateur, c'est que le champ ID est égal à l'utilisateur en cours. Donc en fait, l'utilisateur de la communauté, là c'était Steve McQueen, il est connecté sur sa communauté
et automatiquement, ça va retrouver l'utilisateur. Et qu'est-ce que ça fait ici, si on descend ici, ça prend le premier enregistrement que ça trouve. Bon, il n'y aura qu'un seul Steve McQueen parce qu'il n'y a qu'un seul utilisateur avec son ID, et ça prend toutes les informations automatiquement qu'il y a sur son utilisateur. Donc on peut tout récupérer d'un coup. Vous voyez, pas énormément d'informations à remplir et on se retrouve avec toutes ces informations disponibles et on va pouvoir les utiliser après. On les utilise notamment ici, deuxième étape, dans l'écran. Donc là, on est dans l'étape bleue, le fameux formulaire qu'on voyait précédemment, avec ici le nom complet. Donc c'est grâce à la récupération d'informations qu'on a fait en 1 qu'on a pu automatiquement pré-remplir le nom et le prénom. On voit à gauche qu'il y a 24 entrées, donc c'est des composants d'écran qu'on peut rajouter. Il y en a plein d'autres qu'on n'a pas utilisés ici, comme par exemple l'adresse email, les cases d'options, le curseur, des champs dates. Tout ça permet de pré-remplir avec le bon format du coup les données. Et en plus, on peut en avoir plus sur l'App Exchange. Alors, j'ai déjà testé sur Unofficial Salesforce, qui est un site qui propose des extensions, des packages gratuits de Salesforce, et il y a des choses vraiment, vraiment pas mal là-dessus. Donc, on peut avoir quelque chose de très puissant. On peut même créer les siens et, en rajouter ici. On peut configurer tout ça de manière dynamique. Donc, on a bien vu qu'il y a des champs qui peuvent être obligatoires, mais par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, on a facturation bloquée, qui est une case à cocher. Et plus bas, on a les fonctionnalités bloquées. On pourrait dire, si facturation bloquée est cochée, j'affiche fonctionnalité bloquée. Par contre, si ce n'est pas coché, je n'ai pas cette option. Et ça permet de rendre vraiment très dynamique le formulaire. Ensuite, on passe à toutes ces étapes qui se déroulent après la saisie du formulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors là, c'est du spécifique que nous avons fait nous, mais c'est pas du tout du SoFacto, hein. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire dans votre org pour vos clients. C'est un système de priorité des requêtes. Donc, nous, on a créé un objet dédié. Alors là, c'est pas encore la toute dernière version, mais grosso modo, on va essayer de trouver, suivant les réponses qu'a donné le client, l'enregistrement qui corresponde à son niveau de problème. Donc si il est complètement bloqué dans la facturation, par exemple là, si la facturation est bloquée ce mois-ci, alors je vais avoir une priorité de niveau 3 sur 5, par exemple. Je passe au point suivant. Donc 4, c'est une attribution. Alors là, il y a énormément d'attributions. En fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va donner des valeurs à case2create. Donc c'est la requête qu'on va créer. On lui donne plein de valeurs. Donc on la prépare. On lui donne plein d'informations, ce qui évitera d'ailleurs à l'agent de support de les re-renseigner à la main. Tout sera renseigné. Et ici, en 5, on va créer l'enregistrement. Donc vous voyez, c'est très simple. On crée un enregistrement avec toutes les valeurs qu'on avait dans une variable. Hop, pardon, j'ai cliqué. Ici, on utilise cette variable case2create et ça nous crée du coup dans la base de données la requête. Mais on n'a pas fini et c'est là qu'interviennent les fameux fichiers dont je vous parlais tout à l'heure. On arrive à une petite boucle, ici, 6. Et la boucle, qu'est-ce qu'elle prend? Alors c'est une variable de collection, donc un ensemble, une collection, Content Document ID. Donc c'est une collection de fichiers. Content Document, c'est les fichiers. Et on va faire le tour du premier au dernier. On peut le faire dans l'autre sens, mais bon, très souvent on fait du premier au dernier. Parce que oui, il y a un ordre du coup dans les collections. On continue, on est en 7 ici à droite, donc le chemin il se fait comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va du coup ce qu'on veut faire, c'est créer un lien voilà, entre le fichier. Donc le fichier, il est renseigné dans Salesforce. Hein. On veut créer ce lien entre le fichier et la requête qu'on vient juste de créer. Parce que Salesforce, il a récupéré le fichier et ensuite il a créé la requête. Mais il ne fait pas automatiquement le lien. Donc c'est ce qu'a fait Benjamin ici, c'est qu'il va créer des liens. Et CDL, on le voit ici, objet Content Document Link. Donc c'est le lien entre un fichier et un enregistrement. Donc il prépare en fait ce lien-là. On voit ID d'entité liée. Donc à quoi est lié le fichier? Il est lié à l'ID de la requête. Donc ça fait le lien entre les deux. Et ici, ce qu'on fait, c'est que cet enregistrement de lien, on l'ajoute dans une variable de collection, donc variable collection record, donc un ensemble d'enregistrements de liens. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ne crée pas directement le lien? C'est parce que, imaginons, le client, il ajoute 10 fichiers, hein, il est très généreux, il met plein de captures d'écran et de fichiers PDF, et si on l'avait fait dans la boucle à chaque fois une création, on aurait fait 10 créations de liens. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on met de côté tous les liens qu'on a à créer dans un seul ensemble,
Et l'étape suivante, c'est d'un coup, je crée tous mes liens. Donc ça, au niveau performance, c'est beaucoup mieux parce que voilà, on fait juste une insertion en base de données. D'un coup, on donne à Salesforce les 10 liens à créer. Et pour finir, on arrive sur un magnifique écran. Donc là, l'utilisateur il sera passé directement du 2 au 10, mais derrière, il y a toute la machinerie qui aura tourné et qui aura fait toutes ces étapes. Et il aura du coup son message de succès. Donc là, on voit qu'il a directement un lien vers la requête qu'il a créée. Donc il peut cliquer ici et voir la requête qu'il vient juste de créer. Alors j'espère que tout cet exemple vous a plu. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à les poser, on pourrait revenir à la fin de ce bug. Et je passe la main à Benjamin. Peut-être juste un point, merci Simon. Une question a été posée par Frédéric Geoffroy sur, Oui, ou en tout cas c'est plus qu'une question, il indique que pour les avoir testés, il aurait bien aimé que les subflows soient également supportés par Salesforce et il nous demande si on a une date de roadmap de Salesforce sur le sujet. Sauf à ce que David ou Simon, vous ayez la réponse. Malheureusement, je crois qu'on n'a pas de date là-dessus et je ne pense pas avoir vu passer dans la documentation de Salesforce une date à ce sujet. alors les subflows, alors c'est l'interface pour les questions. Donc les flux secondaires à l'intérieur, ça dépend en fait des types de flux. Si je reviens, hop, je vais revenir rapidement sur les types de flux. Ce qui est assez problématique, c'est que les flux du coup secondaires qu'on appelle, ils sont pas disponibles dans tous les flux. Et notamment là, on voit qu'on a le flux secondaire dans un flux écran. Par contre, alors je sais pas si c'est exactement la question, on l'a pas dans les flux trigger. Et ça, c'est vrai que c'est très embêtant. On peut pas appeler un autre flux dans un flux qui est déclenché automatiquement par un enregistrement que vous modifiez ou que vous créez. Et ça m'a posé problème quelquefois de ne pas pouvoir faire ça. Alors qu'un process builder, enfin un processus créé à partir de process builder peut appeler des flux et du coup, lui, le process builder, il est déclenché à la création ou la modification d'un enregistrement. Donc techniquement, Salesforce pourrait le faire, mais pour l'instant, les flux secondaires ne sont pas disponibles via les flux déclenchés par un enregistrement. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est une information qui était quand même importante à donner. Oui, c'était dans ce sens-là que Frédéric avait une question. Donc malheureusement, on n'a pas la réponse de date et je pense que Simon a la même frustration que ce que tu as pu rencontrer, Frédéric, lorsqu'il a voulu faire cela. Avant de passer sur le point suivant, c'est juste un petit commentaire général sur les flux. On voit toute la puissance de ces flux, on voit tout ce qu'il va être possible de faire et compte tenu de l'évolution qu'ont eu les flux ces derniers mois, c'est assez prometteur. On voit également que ça n'est pas facile à appréhender. Il y a toute cette gestion des variables. Donc, on est Mm. plutôt sur une utilisation assez avertie. Ce n'est pas un administrateur système qui aurait fait son tralet de base qui va pouvoir mettre en place des flux. Ceci étant, ça reste quand même assez facile d'en comprendre la logique. Là où le diable se cache toujours dans le détail, c'est de bien gérer ces variables et la logique de ces boucles. Maintenant, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et c'est pour ça que ça nous paraissait très important de vous le montrer aujourd'hui. Tout à fait. Clairement, Salesforce fait tout pour essayer de simplifier. Alors, j'avais noté de vous le dire, mais notamment ici, on voit que là, il y a des petites icônes qui avant n'existaient pas. Ici, par exemple, ça veut dire que cette variable est du texte. Avant, on avait juste le nom technique de la variable et on n'avait rien d'autre. Alors que là, on a, par exemple ici, ID d'entité liée ou là, ID de la requête, c'est très clair. Alors que sinon, on aurait eu juste ID et pas de type ou quoi que ce soit. Donc, petit à petit, ça s'améliore, mais c'est sûr qu'il y a quand même du travail à faire pour arriver à le maîtriser. Gabriel avait également une autre question. Est-ce que vous pourriez nous montrer le détail de la saisie d'une variable? Simon, je te laisse la main ou on le fait maintenant ou on y revient une fois qu'on a terminé les autres présentations pour pouvoir apporter une réponse à Gabriel. Je pense qu'on reviendra à la fin. Là, Benjamin va dans les starting blocks pour nous présenter quelque chose d'aussi très passionnant, les dynamic forms. Super. Donc Gabriel, on ne t'oublie pas, on y revient à la fin. Merci Simon, bonjour à tous. Donc moi je vais vous présenter une grande star de la dernière release Salesforce, les Dynamic Forms.
C'est une évolution de la customisation des record pages. Donc depuis la builder, on a désormais la possibilité d'ajouter des composants champs, des composants sections, mais également de gérer les lightning actions via le composant, j'ai oublié le nom, de headline, qui pointe sur le compact layout. Donc l'avantage, clairement, c'est de pouvoir gérer des affichages dynamiques de manière simple, ce que les layouts et les record types ne permettaient pas. Donc là, on a, grâce au dynamic form, dans l'app builder, on a accès aux visibility rules, donc c'est-à-dire qu'on peut gérer la visibilité champ par champ, section par section, et on peut également rajouter des droits sur certains champs, des droits de lecture seuls ou des champs obligatoires. Je vous ai rajouté ici le chatter group de la feature pour se tenir informé des différentes évolutions. Du coup, j'ai pas la signe. Parfait, merci Simon. Comment ça se met en place? Alors actuellement, on passe par l'edit page d'un custom record. On se positionne sur le composant record detail et on va upgrade le composant en cliquant sur upgrade now. Ensuite, il nous propose du coup, donc Salesforce va faire la transformation, donc prend sa charge la transformation. Il nous propose de sélectionner le layout depuis lesquels nous souhaitons transférer les champs. Donc dans un souci de performance, Salesforce nous propose d'utiliser à la place d'utiliser des sections et d'utiliser aussi des composants standards afin d'éviter trop de pertes de performance dans l'affichage des pages. On y reviendra après. Donc voilà, une fois la transformation faite, donc on voit l'apparition d'un deuxième onglet sur la gauche de l'écran. Donc à côté de Component, on a un onglet Fields qui apparaît. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir sélectionner nos champs disponibles, nos sections. Et également, Salesforce fait une différenciation par rapport aux champs obligatoires. Donc, c'est-à-dire que si vous sauvegardez votre page sans avoir drag and drop les champs obligatoires, vous ne pourrez pas tout simplement sauvegarder. Donc, sur chaque composant field, comme on peut le voir ici, on a trois options pour essayer d'aller plus finement au niveau des droits. Donc, on a l'option de ne rien faire, c'est-à-dire on va se baser sur les droits du champ tels qu'ils sont définis dans l'Object Manager. On a l'option de passer en lecture seule le champ ou l'option de le passer en obligatoire. Donc, petite précision, les champs qui sont obligatoires depuis l'Object Manager, l'interface ici sera grisée. On ne peut pas overrule la notion d'obligatoire qui est définie dans l'Object Manager. Et on voit ensuite en dessous que comme tous les composants de la builder, on va pouvoir gérer l'affichage, gérer un affichage conditionnel et dynamique via les visibility rules. Donc maintenant, on va regarder comment ça se passe au niveau des actions, c'est-à-dire les boutons du highlight panel. Donc c'était le composant que je cherchais tout à l'heure. Même principe, on se fixe sur le highlight panel et on upgrade directement depuis la builder. Donc là, ici aussi, Salesforce nous propose soit de migrer par rapport à l'existant, donc c'est-à-dire on va sélectionner un layout pour migrer les boutons sélectionnés, soit de partir de zéro et de construire un modèle depuis un modèle vide. Donc on choisit le layout ici. Et du coup, ça sera dans le composant Highlight Panel directement qu'on va pouvoir ajouter ou supprimer des actions. Et ça sera direct répercuté, comme vous le voyez à droite, sur l'affichage de l'enregistrement.
Et évidemment, la Light Panel est aussi, peut être aussi conditionnée grâce aux Visibility Rules. Donc, un petit exemple. Donc, à gauche, vous avez l'affichage App Builder. Et à droite, si tu recliques, c'est bon. Voilà, on a le rendu côté Record Details. Donc, on voit que c'est quelque chose, enfin, ça n'a pas changé le visuel Salesforce, hein. On reste toujours sur quelque chose de très ressemblant. Donc, c'est ISO par rapport à avant la release. Sur les champs dynamiques, donc ici, je vous ai mis un exemple de ce qu'on peut faire. Enfin, c'est un exemple très simple. C'est ce qu'on peut faire très facilement. Donc, par rapport au champ statut ici, que j'ai sélectionné en cours, si tu recliques, si je le passe à terminer, je vois apparaître un champ sur la gauche. Donc ça, c'est depuis la fenêtre d'édition. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment très dynamique. C'est-à-dire la picklist, je l'ouvre, je passe de en cours à terminé. Le champ score apparaît ou disparaît instantanément. Donc ça, c'est valable grâce aux Visibility Rules sur les fields. Mais il y a une petite précision, c'est qu'on peut faire la même chose sur des sections, par exemple sur la section résultats qu'on voit ici. Cependant, le mécanisme dynamique ne sera pas le même. C'est-à-dire qu'on va être obligé de sauvegarder pour voir apparaître ou disparaître une section. Donc là, même principe par rapport aux actions dynamiques et aux boutons que vous pouvez voir en haut à droite. En fonction du statut, on va pouvoir définir certains boutons à appliquer. Donc par exemple, là, au statut en cours, je peux encore saisir le score et indiquer que le match est terminé. Au statut terminé, je n'ai plus accès à ces actions-là. Donc ça, pareil, il faut save l'enregistrement, évidemment, pour voir la modification d'affichage. On est sur deux composants différents, donc c'est assez logique. Voilà, donc en synthèse, il y a quand même plusieurs choses à prendre en compte. C'est que les dynamic forms, ils fonctionnent uniquement sur les custom objects. C'est-à-dire que sur des objets standards comme les cases, les comptes ou les opportunités, on n'aura pas la possibilité d'avoir un affichage dynamique grâce aux dynamic forms. Cependant, Salesforce aurait intégré ça dans sa roadmap pour la Spring 21. Également, il est déconseillé de mélanger un composant, donc un ancien composant record detail avec un dynamic form. Donc le comportement au moment de la sauvegarde ou de la modification d'information n'est pas garanti par Salesforce. Donc il faut faire soit l'un, soit l'autre. C'est ce qui est recommandé. Également, les champs picklist dépendants passent au travers des visibility rules, c'est-à-dire qu'elles vont overrule la visibility rule. En ce qui concerne la version mobile, Salesforce conseille de combiner les dynamic forms donc pour la version PC et d'utiliser vraiment le composant record detail mobile pour la version mobile. Et enfin, dans un souci de perf, Salesforce va recommander d'utiliser en lieu et place des sections les tabs et les accordions, qui sont des composants standards de l'App Builder, pour optimiser la performance. Donc ça s'explique par le fait que avec un accordion, seuls les champs de la section ouverte sont chargés, les autres ne sont pas chargés. Donc, du coup, on peut comme ça arriver à optimiser la performance. Voilà, je vais passer la main à David, sauf si peut-être il y a des questions. Alors pour le moment, il ne semble pas qu'il y ait de questions sur les Dynamic Forms, mais moi j'ai quelques commentaires. Déjà, c'est un grand merci à Benjamin qui, après avoir rejoint l'équipe Sofacto il n'y a pas si longtemps que ça, a pris le pas de contribuer au mug, hein, et on voit tout l'intérêt des experts Sofacto dans l'animation du mug. Donc 2 pouces levés en l'air pour Benjamin et ses Dynamic Forms. Je pense que Simon avait un grand sujet de prédilection sur les flows et a pu animer un certain nombre de sessions autour des flows qui vont continuer à évoluer. Donc, je pense que Simon voudra nous en reparler. Et Benjamin, tu as une nouvelle étiquette de Dynamic Forms spécialiste et on aura d'avoir les nouvelles évolutions avec toi.
Ça marche. Merci Frédéric. Alors moi de mon côté, je vais vous parler du Salesforce Exchange Discord. Globalement, Salesforce, vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein de choses, il y a plein d'outils, que ce soit des forums ou autres. Le gros problème généralement qu'on peut avoir, c'est un manque d'instantanéité. On a besoin d'une réponse là dans les 2 heures qui suivent. Une question posée sur un forum, c'est pas forcément le moyen le plus rapide d'avoir ne serait-ce qu'une piste sur un problème qu'on peut rencontrer. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Discord? C'est un service de VoIP gratuit. Ça vous permet de discuter à l'écrit, comme Slack, et à l'oral, comme Skype. Essayez de voir ça un peu comme la vision des deux. Vous avez des canaux vocaux et des canaux textuels dans lesquels vous pouvez interagir. Ça vous permet justement d'avoir plus de facilité et d'organisation quand vous êtes dans une grosse communauté. Ensuite, le Salesforce Actions Discord, ce n'est pas que un Discord du coup, c'est aussi un wiki que je vous conseille d'aller consulter. Il y a plein d'informations, que ce soit de la documentation Salesforce qui est capturée à droite à gauche et recentralisée, que ce soit des best practices, des conseils pour de la certification, on a trouvé tel site très intéressant, on vous conseille très fortement d'y aller. Donc c'est une petite mine d'informations à consulter. Si vous y avez jamais mis les pieds, vous allez certainement trouver des choses qui vont vous y intéresser. Donc comment ça se fait? Pour se connecter, vous allez avoir sur le lien du wiki présenté avant un moyen de vous connecter. Vous créez un compte sur la plateforme, basiquement, comme sur toutes les applications du genre Skype et autres. Après, vous allez rentrer justement sur le Discord et vous allez avoir sur votre panneau de gauche des informations. Toutes les informations sont regroupées par spécialité. Donc, vous allez avoir un canal général et un canal général dev, par exemple. Ces canaux vont être orientés vers de la discussion un peu plus généraliste ou un peu plus généraliste sur du dev. Vous allez avoir un onglet basique info où vous allez avoir le fonctionnement basique de ce Discord. Chaque Discord permet d'avoir des automatisations pour dire bonjour, moi je m'appelle machin et je suis spécialiste community. Ou bonjour, moi je m'appelle Bidule et je suis architecte. De manière à ce que vous, quand vous rentrez dans le Discord, on sache quelle est votre préférence et votre affinité. S'il y a des questions, on peut potentiellement aller vous dire « Ah, j'ai vu que tu étais spécialiste sur ça. Est-ce que tu as possibilité de m'aider ?» Ou alors c'est un domaine que je maîtrise pas du tout, je vais aller voir dans la partie qui va être dédiée aux ISV parce que je suis un intégrateur, je veux créer une application en tant qu'ISV. Je suis perdu, j'ai besoin de réponses à peu près rapidement. Je vais aller voir là-bas, je peux poser des questions. En fonction des canaux et du nombre de personnes disponibles, ça peut aller de quelques minutes à quelques heures. Globalement, beaucoup de personnes sur ce Discord sont anglophones. Pour avoir accès aux canaux qui vous intéressent, vous avez dans la section information un champ texte qui s'appelle Request Role. À partir de là, vous pouvez vous attribuer un rôle. Donc il suffit juste d'aller dans le canal de texte, de taper !rôle et le rôle qui vous intéresse. Vous avez plein d'exemples là de personnes qui se sont attribuées des rôles. Vous n'êtes pas obligé de vous attribuer tous les rôles. Mettez vraiment que ceux où vous avez de la connaissance et où vous voulez intervenir. C'est là où vous aurez les choses les plus intéressantes pour vous. Les trucs un peu plus généralistes, c'est plus simple d'aller directement dans les spécialités. Regardez ce qui s'y passe quand on veut faire un peu de veille informatique, par exemple. Si vous avez une question très précise et très pointue, il y a pas mal de sous-sections. Donc là, je vous montre par exemple pour la partie développeur, on fait un petit @force, et là on a toutes les sous-sections. Je suis bloqué avec une question sur Sales Cloud. Là, je vais faire un @force, ça concerne les admins, donc et Sales Cloud. Ce que ça va faire, c'est que ça va pinguer toutes les personnes de ce rôle qui vont pouvoir vous aider. Eux vont recevoir une notification ou un petit highlight dans leur interface qui va leur dire « On a une question qui a été posée, tu peux potentiellement y répondre. » Donc, lisez bien au niveau du canal
information de chaque section. Vous avez des spécifications bien précises à chaque fois. N'hésitez pas à y partager vos questions, à y dire également j'ai trouvé quelque chose de super intéressant, j'ai fait ça, et ça marche et c'est très bien. Ce genre de suggestions ou de retour d'expérience, c'est comme ça que la communauté évolue beaucoup. C'est comme ça que nous, on construit aussi nos mugs. C'est comme ça que Salesforce prend aussi vos retours. Donc le partage d'informations, le partage de connaissances, c'est vraiment essentiel. N'hésitez pas à y aller, à y faire un tour. Globalement, tout le monde y est très gentil, très accueillant. Tout le monde veut s'aider les uns les autres. Je pense que c'est une des places à avoir sous sa main quand on commence à faire de la configuration ou même en tant que simple utilisateur quand on a une question un peu plus générique sur Salesforce. Super, merci beaucoup David. C'est toujours sympa quand tu nous mets en avant des nouveaux outils, des nouveaux endroits pour pouvoir échanger avec la communauté. Vous êtes plein de bonnes astuces et je pense que les participants viennent chercher ça aussi quand ils se connectent au mug. On peut peut-être revenir sur les questions qui ont été posées puisqu'il nous reste quelques minutes et je vous invite tous les participants à rajouter vos questions si vous souhaitez qu'on essaie d'y répondre. Revenons, si vous le voulez bien, sur la question de Gabriel tout à l'heure et je repasse la main à Simon. Si on peut voir le début d'un flux, tu peux réutiliser les diapos que tu avais préparés de telle sorte qu'on revienne au débarrage du flux. Alors, hop, je reviens en arrière. Alors, ils ont vraiment simplifié la création des variables chez Salesforce. Donc, hop, on va aller là. Je vais reprendre mon pointeur. Ce qui fait toute la différence, c'est qu'avant, on avait en fait la nécessité de créer soi-même les variables. Donc, quand on va, alors ici dans l'onglet gestionnaire, on peut cliquer sur Nouvelle variable. On choisit le type de variable. Par exemple, il y a formule, texte, différents types. Et on devait du coup lui donner un nom, dire si elle était disponible en entrée ou sortie, ça veut dire est-ce que quand j'appelle mon flux, je peux renseigner des informations, donc ça c'est en entrée, ou en sortie, c'est quand mon flux a fini de tourner, est-ce qu'il stocke de côté cette information que je peux réutiliser dans un autre flux ou dans du code. Ça, on n'a plus trop ce problème-là, à part pour par exemple ici, les ID qu'on a besoin au tout début, toutes les variables qui vont être vraiment utiles que dans le flux lui-même, souvent maintenant elles sont créées automatiquement par Salesforce. C'est pour ça qu'ici on a ces trois options. Donc on a stocké automatiquement tous les champs, choisir les champs et laisser Salesforce gérer les variables. Donc les deux premiers, c'est Salesforce qui va créer les variables. Ce qui va se passer, c'est ça, ils vont s'appeler getCurrentContact, donc le nom de l'élément point le nom du champ qui est stocké. Donc si c'est l'ID, ça fera point .id, si je ne dis pas de bêtises. Et choisir les champs, bon, on choisit juste qu'ils ne les prennent pas tous. Après, je ne sais pas si c'est un vrai intérêt de ne pas tous les prendre, hein, parce que des fois, on se rend compte a posteriori qu'on avait besoin d'un champ en plus, donc on revient ici, on met à jour pour avoir le champ supplémentaire, alors que si on les prend tous dès le début, je suis pas sûr que niveau performance, ça change grand-chose, donc il vaut mieux tout stocker. Et là, c'est ce qu'on devait faire avant, c'était choisir les champs et attribuer des variables. Donc il y a écrit avancer d'ailleurs, c'est parce qu'avant, c'était toujours comme ça, on devait d'abord créer ces variables soi-même, et après, ici, on allait devoir dire et réfléchir, j'ai besoin de quoi? Donc là, c'était nom et prénom d'ailleurs. Donc j'aurais dû créer mes deux variables texte, une prénom et une nom, et dire sur l'utilisateur, le champ prénom, tu vas l'utiliser pour remplir ma variable prénom. Et pareil pour le nom, pour remplir ma variable. Et on aurait utilisé ici, dans l'affichage du nom complet, ces deux variables-là. Et là, automatiquement, de la même manière, les informations qui sont renseignées par l'utilisateur, comme l'objet de la requête, normalement, si on va un peu plus loin ici, donc là on voit qu'il y a des tas d'informations qui sont ici et on va les reprendre du coup dans la création. Par exemple, question ou description, donc si je revais sur mon formulaire, c'est ici, description question, donc c'est un variable texte long, c'est un champ texte long. Et ici, du coup, on a cette variable qui a été créée automatiquement à partir de l'écran et on va la renseigner dans une variable de description ici pour créer la requête. Donc ça, je pense, Benjamin, arrête-moi vu que c'est ton flux, que c'est le case to create, ça doit être une variable d'enregistrement C'est ça exactement.
C'est la variable que c'est ça exactement que tu vas créer en fait en fin de flux. Alors du coup, on peut créer des variables d'objets. Donc, par exemple, on peut choisir l'objet requête et automatiquement, il va nous créer. Là, il a donné le nom case to create, donc très clair, hein, avec d'ailleurs très important, hein, toujours écrire de la même manière ces variables pour bien s'y retrouver. Il faut vraiment une certaine rigueur là-dedans. Donc, il a créé une variable case to create qui est de type enregistrement et l'objet c'est requête, case en anglais. Et automatiquement, il y a tous les champs qui sont disponibles et il vient remplir en fait ces champs du coup avec les informations qu'a rempli l'utilisateur sur la communauté en remplissant son formulaire. Donc il remplit toutes les informations comme ça. Donc là, on voit que toutes ces valeurs-là, en fait, ces variables ont été créées automatiquement par Salesforce au niveau de l'écran. Ouais, plus on ajoute à chaque fois des informations. Donc ici, si j'avais ajouté par exemple adresse mail, ça m'aurait créé du coup une variable pour l'adresse mail. Donc ce qui est saisi là par l'utilisateur, on pourrait le retrouver ici et le renseigner dans un champ, dans une variable. Et ici, toutes les sous-variables, donc pour chaque champ, viennent d'une seule variable qui a été créée par Benjamin, qui est le case to create, qui est une requête qui est vide et qui attend d'être remplie avec plein d'informations. Merci Simon, je suis super fan de ton pointeur et visiblement tu as pu apporter la réponse à Gabriel. Nous avons une autre question qui a été posée par Frédéric sur les Dynamic Forms, sont-elles exposables aussi sur la community? Malheureusement non, pas pour l'instant. Désolé Frédéric, c'est pour plus tard. C'est pour ça qu'il faut suivre le chatter group Dynamic Form pour voir ce que Salesforce prévoit pour les prochaines releases. Je ne vois pas d'autres questions apparues sur le forum du GoToWebinar, hein. On se laisse quelques minutes de plus au cas où un des participants aurait une question à poser. Alors juste sur les dynamic forms, c'est vraiment très très puissant. On peut faire des choses très dynamiques. On l'a vu, les flux écrans, c'est dynamique aussi. Et là, on a encore plus du dynamisme sur la page en elle-même. Par contre, attention avec vos utilisateurs de ne pas les perdre parce que quand tout est figé et affiché et que rien ne bouge, quand on change par exemple tout à l'heure, ça a été montré du coup par Benjamin avec cet exemple. Donc il y a une information qui n'est pas là, mais pourquoi mon résultat n'est pas là? Donc vous risquez de perdre un peu vos utilisateurs si vous leur apprenez pas que maintenant c'est dynamique et que le score n'apparaîtra que si le statut est terminé. Et en plus, ça peut du coup rendre un peu plus compliqué le débugage parce que vous allez avoir du coup un dynamisme à ce niveau-là, vous avez peut-être des problèmes de droit de l'utilisateur. Donc ça, c'est plus puissant, mais voilà, tout pouvoir engendre de grandes responsabilités et il faudra se préparer à toutes ces questions-là sur pourquoi mon bouton a disparu, qu'est-ce qui se passe. Mais il y a vraiment une très très grande puissance. De mon côté, je travaille avec Benjamin sur la dynamisation de toutes les présentations de pages Sofacto. Et quand on fait la liste des possibilités qu'on a, elles sont quasi infinies de personnaliser les boutons suivant, par exemple, des options qu'a pris notre client, s'il utilise ou pas telle option. On va lui afficher ou non certains boutons. Là, pareil, avec les valeurs de champ, on va pouvoir afficher différents boutons. Il y a des blocs entiers qu'on peut changer. On peut changer aussi les listes associées. Si on fait des listes associées uniques, donc par exemple sur votre opportunité, vous mettez les rôles des contacts ou ce genre de choses, vous pouvez masquer suivant l'étape où vous êtes dans l'opportunité d'afficher ou non ces éléments-là. Donc ça peut être très très puissant. Et je pense que, tu me coupes, hein, Benjamin, si c'est pas le cas, mais je pense qu'on peut même afficher la même chose plusieurs fois, mais pas forcément au même endroit, suivant des informations. Je pourrais mettre 2 fois le champ statut peut-être, et le mettre en gros en plein milieu si je suis à une certaine étape, et après le mettre de côté à une autre étape. Complètement. Ouais. On voit là
Petit rappel sur les performances, comme l'a souligné Benjamin, afficher trop de trucs à la fois, ça risque de prendre du temps à charger. Vous pouvez vous référer au MUG 10 où on a fait un point sur Lightning, les optimisations et les choses à regarder, et aussi les choses à ne pas faire pour justement ne pas perdre en performance d'affichage. C'est une parfaite transition, David, sur un petit rappel que je voulais faire pour tous les participants qui nous ont rejoints aujourd'hui. Il y a peut-être des sessions antérieures auxquelles vous n'aviez pas pu participer et qui pourraient vous intéresser. Donc, ces contenus sont disponibles sur le MUG. Vous pouvez également nous contacter Chloé, par exemple, pour indiquer quels sont les sujets que vous souhaiteriez que l'on puisse aborder lors des prochaines sessions, ou si vous avez besoin de récupérer des supports des présentations antérieures. Et puis, c'était également un appel à candidature. Le MUG est actuellement animé par l'équipe de Sofacto. On a pris une casquette là qui est plutôt sur membre de la communauté et on participe à notre manière à la propagation de l'information qui peut vous intéresser, vous qui êtes utilisateur de Salesforce, mais vous êtes également les bienvenus pour y participer. Ça n'est pas fermé à Sofacto, bien au contraire. Toute personne qui a envie également de prendre la parole, de montrer des trucs et astuces, est vraiment la bienvenue. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et à participer en tant que animateur des prochaines sessions. Nous n'avons pas eu d'autres questions au travers du fil d'échange jusqu'à présent. On est un petit peu en avance sur le timing, donc on va peut-être s'arrêter là. Et puis, en tout cas, vous remercier pour avoir rejoint le groupe aujourd'hui. Vous inviter à continuer à nous suivre et à participer aux prochains événements. On va rester encore peut-être 1 minute ou 2 au cas où vous aurez une dernière question. J'en profite moi pour remercier toute l'équipe qui aujourd'hui a préparé cette session avec une mention particulière pour Simon, pour David et puis pour Benjamin. Et je sais que d'autres personnes ont œuvré également dans l'envers du décor pour que cette session soit intéressante. J'espère qu'elle a été pour vous. Merci à tous et puis en tout cas à très bientôt.